Alors, je vous rappelle qu'en fait, la dernière fois, juste un petit rappel rapide, donc les architectures microservices, c'est une architecture qui consiste à découper un grand domaine, un grand problème. On a un ensemble de sous-domaines, et pour chaque sous-domaine, ou bien pour chaque partie du problème, on va développer une application indépendante. C'est ce que nous avons appelé, en fait, c'est ce que nous appelons le microservice. Et après, donc, les microservices peuvent être déployés dans une architecture et ils peuvent être développés indépendamment avec des technologies différentes. Donc, ils peuvent communiquer via des middleware, via des standards comme REST, comme SOAP, comme GraphQL, comme gRPC. Et après, j'avais en fait parlé de pas mal de les avantages des microservices par rapport aux architectures monolithiques. Et à la fin, j'avais fait une petite démonstration pour vous montrer comment créer un microservice. C'est pas compliqué, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, c'est pas nouveau. Avec Spring Boot, par exemple, c'est pas facile, c'est pas compliqué de créer un microservice. Alors maintenant, on va essayer donc de voir comment mettre en place l'architecture, on va dire, microservice d'une manière générale. Je vous rappelle que d'une manière générale, on a souvent besoin de développer d'abord les microservices fonctionnels. Bon, les microservices fonctionnels, c'est les microservices métiers. Donc, c'est des microservices qui sont relatifs au métier que vous développez. Et donc, après, par la suite, on a... Mais pourquoi vous m'avez pas dit que... Hein? Alors, je vous ai dit que vous n'êtes pas réveillé. Vous me regardez comme ça, un Canada. Heureusement que vous n'avez rien raté. Voilà. Je disais la première des choses qu'il faut bien sûr développer, il y a les microservices fonctionnels. Les microservices fonctionnels, c'est les microservices qui sont liés au métier, c'est-à-dire à l'application. Mais après, par la suite, une fois que vous développez vos microservices fonctionnels, il faut les intégrer dans une architecture microservice. Pour cela, vous aurez besoin de déployer des microservices techniques. Alors, ces microservices techniques, il y a d'abord le service gateway. Je vais vous montrer comment on met en place une gateway. Je vous rappelle que la gateway, en fait, son rôle, c'est quoi? C'est le point d'entrée des requêtes vers l'architecture microservice. C'est-à-dire toutes les requêtes clientes externes, généralement, sont à destination de la gateway. Autre chose, c'est que chaque microservice qui démarre généralement a besoin de publier son adresse dans ce qu'on appelle le Discovery Service ou Registration Service. Ce qui fait que au niveau de Discovery Service, donc chaque microservice, on va trouver chaque microservice qui est démarré, on va retrouver donc son nom, le nom du microservice, et on va trouver également son adresse. Alors, ce qui fait que une gateway, quand il reçoit une requête, il connaît le nom du microservice, donc il fait appel à Discovery Service pour récupérer l'adresse. Et après, par la suite, la requête elle est redirigée vers le bon microservice. Et globalement, la gateway a besoin tout simplement pour chaque requête, faire appel au bon microservice. Mais quand il y a plusieurs instances d'un même microservice qui existent dans l'architecture, et bien, tout simplement, il y a le système d'équilibrage de charge. La gateway utilise un load balancer qui fait que chaque requête, il va l'envoyer vers une instance de ce microservice. Alors tout ça, bien sûr, c'est l'une des caractéristiques des architectures microservices, c'est la scalabilité horizontale. Tout à l'heure, je vais parler de la scalabilité verticale. La scalabilité horizontale, c'est-à-dire quand on a un problème de performance, on va démarrer de nouvelles instances, c'est-à-dire plusieurs instances qui vont se partager en fait la charge pour lesquelles on va distribuer la charge.
Alors, un autre microservice technique qui fait partie de l'architecture, c'est le service de configuration. Donc, j'avais dit la dernière fois, donc, au lieu de créer un fichier de configuration pour chaque microservice, ce qui n'est pas très pratique, ce qui n'est pas bon, généralement, on a besoin de créer un seul fichier de configuration de l'ensemble des microservices, si vous voulez, et il va être géré par un service, un microservice technique qu'on appelle le service de configuration. Alors, ce qui fait qu'un microservice, quand il démarre, la première des choses qu'il fait, il envoie une requête vers le service de configuration. C'est pour d'abord récupérer sa configuration. Une fois qu'il récupère sa config, il démarre. Il publie son adresse dans le Discovery Service et après, par la suite, il peut être invoqué via la gateway. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si la configuration, si on veut changer la configuration, ça se fait au niveau c'est-à-dire des fichiers centrales qui sont gérés par le service de configuration. Et quand il y a la config qui change, les microservices peuvent recevoir la config à chaud. C'est-à-dire on peut reconfigurer les microservices à chaud, c'est-à-dire sans avoir besoin d'arrêter les microservices. Donc on peut reconfigurer l'application à chaud. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques fondamentales. Bon, comme je disais, donc généralement, quand on est dans des architectures d'entreprise, il est quasiment inévitable d'utiliser un broker, parce que la communication entre les applications peut se faire d'une manière synchrone. Parfois, c'est pratique avec REST, généralement, ça règle le problème. Mais il y a des situations dans des architectures complexes, la communication avec REST, SOAP, ce n'est pas la bonne solution. Donc, nous avons besoin de passer via un broker. Alors, à la fin de ce cours, donc, nous allons voir comment utiliser donc, les standards comme GMS, comme RabbitMQ, et surtout, on va beaucoup travailler avec Kafka, qui est l'un des brokers les plus réputés et les plus utilisés par les entreprises aujourd'hui. Alors, donc, je rappelle qu'en fait, le fonctionnement, c'est ça, c'est que le client envoie une requête. Alors, la requête, elle est à destination de la gateway. La gateway, généralement, il invoque le Discovery Service ou bien le Registration Service pour récupérer l'adresse. Et après, il fait un forward vers le bon microservice qui va faire le traitement et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toutes les requêtes passent via la gateway. On invoque, on récupère donc à partir de Discovery Service, on récupère en fait l'instance, l'adresse. Alors, s'il y a plusieurs instances, on récupère une liste et quand il y a une liste, comme je disais, donc la gateway utilise un load balancer qui fait que il répartit la charge sur l'ensemble des instances. Alors ça, je l'ai déjà expliqué. Donc ça, c'est juste un rappel. Alors, le premier, donc quand on est dans une architecture microservice, donc le premier en fait service technique qu'il faut mettre en place, à choisir, c'est la gateway. Alors donc, si vous travaillez avec en fait Spring Cloud, parce qu'en fait Spring Cloud c'est un ensemble de services que vous pouvez réutiliser pour pouvoir mettre en place une architecture microservice. Donc en fait Spring Cloud il vous offre des solutions pour créer des gateways. Bon, alors historiquement, en fait déjà il y a deux types de gateways, ça c'est très important. Il y a deux modèles de gateway que vous pouvez utiliser donc, dans des applications d'une manière générale et particulièrement donc, dans le cas de Spring Boot et Spring Cloud. Alors il y a une gateway, en fait, l'ancienne gateway qui existait au début, ça s'appelait Zool. Zool Proxy, donc c'est une gateway Zool, c'est en fait une gateway qui est basée sur les entrées-sorties bloquantes. Alors Zool, c'est une implémentation d'une gateway qui est fournie par Netflix. Vous devrez savoir, d'ailleurs vous allez trouver sur Spring Cloud, vous allez trouver beaucoup de services techniques qui sont des implémentations de Netflix, parce qu'en fait Netflix c'est l'un des géants qui ont bien sûr basé leur architecture sur les microservices. Donc ils ont beaucoup travaillé avec ça. Et du coup, donc, parmi en fait, Netflix, ils ont développé cette gateway qui s'appelle Zool Proxy, qui est une gateway qui est basée sur les entrées-sorties bloquantes. Donc, Zool, il utilise le modèle, ce qu'on appelle multithread avec des entrées-sorties bloquantes.
Alors que par la suite, Spring a ajouté une gateway qui est beaucoup mieux, on va le voir, qui est Spring Cloud Gateway. Alors Spring Cloud Gateway, c'est une gateway qui est basée sur les entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire dans laquelle on utilise ce qu'on appelle un modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Et ça, je dois m'arrêter d'abord sur ce point-là. Alors pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est que dans les architectures, d'une manière générale, les architectures client-serveur, alors quand on développe un serveur d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a deux façons pour créer un serveur. Il y a deux modèles. Il y a le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes et le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors je vais vous expliquer la différence d'abord et après je reviens sur Zuul et Spring Cloud Gateway. Alors ce que vous voyez là à gauche que vous voyez là, donc c'est le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Alors quand vous utilisez Spring MVC avec Tomcat, c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est-à-dire les applications que vous avez développées jusqu'à présent, c'est des modèles qui sont basés sur, c'est-à-dire Tomcat, notamment donc avec Spring MVC. Alors, c'est quoi ce modèle multithread avec des entrées-sorties plutôt bloquantes? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un client qui envoie une requête, chaque request du client, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va démarrer un thread. Et ce thread-là va s'occuper de traiter cette requête. Ça veut dire quoi traiter la requête? Traiter la requête, ça veut dire il faut d'abord lire les données de la requête. C'est-à-dire je vais lire les données de la requête. Ensuite, je vais peut-être accéder à la base de données. Donc j'envoie une requête vers la base de données. Déjà quand je lis les données de la requête, comme les entrées-sorties sont bloquantes, ça veut dire que si le client prend beaucoup de temps à m'envoyer les données, ça veut dire que dès que le thread démarre, il va attendre les données qui proviennent du client. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le thread il est bloqué. Il attend jusqu'à ce qu'il va lire les données donc, qui est de la requête du client. Ensuite, il va accéder à la base de données. Et comme l'accès à la base de données également, c'est une entrée-sortie bloquante, ça veut dire qu'il envoie la requête et il est bloqué. Il attend la réponse. Ensuite, il a besoin d'accéder à des services distants. Il envoie une requête REST ou bien une requête SOAP vers un autre service distant. C'est des entrées-sorties bloquantes. J'envoie une requête, j'attends. Donc, et après, une fois qu'il reçoit, il fait les traitements, il va envoyer la réponse. Et la même chose, la réponse, c'est-à-dire il envoie la réponse jusqu'à ce que le client reçoive complètement la réponse. C'est à ce moment-là que le thread va être libéré. Donc, c'est-à-dire pour chaque requête que vous envoyez, il y a un thread qui est mobilisé pour traiter tout le processus de cette requête. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a par exemple 100 requêtes entrantes en même temps, n'est-ce pas? S'il y a 100 requêtes qui arrivent en même temps, il y a combien de threads que je dois déployer? 100. C'est ça le modèle. C'est-à-dire, plus le nombre de requêtes augmente, j'ai besoin d'utiliser plusieurs threads. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Je pense que quand vous avez fait un cours sur les sockets, c'est que le premier serveur que vous avez créé, c'est un serveur comme ça. C'est un serveur multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Parce que chaque requête, chaque client qui se connecte, vous créez un thread. Alors l'inconvénient maintenant de ce modèle, c'est un modèle qui marche bien. La preuve, c'est que le web a fonctionné comme ça pendant plusieurs années et ça continue à fonctionner. Donc c'est un modèle qui marche bien. Mais c'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient d'abord, c'est que quand on atteint, c'est que on ne peut pas utiliser une infinité de threads. Vous savez que le multithreading il est géré par le système d'exploitation, par l'OS.
Il dit que donc, quand vous démarrez, par exemple, si d'ailleurs si vous regardez Tomcat, quand vous démarrez votre application, alors par défaut, vous avez ce qu'on appelle une limite du nombre de threads à ne pas dépasser. Alors je pense que dans Spring Boot, par défaut, si vous ne configurez pas ce nombre-là, par défaut, c'est 200. 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas utiliser plus de 200 threads. Parce qu'en fait, les threads, ça consomme les ressources de la pile mémoire. Dans la pile mémoire. Et du coup, donc, là, nous avons une limite. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, le nombre de requêtes entrantes dépasse 200, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on n'arrive plus à répondre aux requêtes. C'est que les requêtes vont être mises en attente. Ça veut dire que le service devient indisponible. Le service devient indisponible, ça veut dire que vous allez dire j'ai un problème de montée en charge. N'est-ce pas? Vous avez un problème de performance à cause de quoi? C'est parce que tout simplement vous avez atteint le nombre de requêtes entrantes, atteint sa limite. Vous avez un problème de performance même si vous avez encore des ressources disponibles. C'est-à-dire si vous regardez votre serveur, vous avez une application qui est bloquée, qui en termes de performance qui n'est pas bonne. Et après vous dites, donc on a un problème de montée en charge. Vous regardez la mémoire, la RAM, la consommation de mémoire, vous trouvez encore de l'espace. Vous regardez le taux d'exploitation du CPU, vous dites il est consommé à 30%. C'est pas possible. N'est-ce pas? Vous voyez que ça veut dire votre machine, il y a encore des ressources. Il peut encore traiter plus de requêtes. Peut-être il peut traiter des milliers de requêtes entrantes parce qu'il y a encore des ressources de calcul, des CPU qui est disponible. Il y a encore de la mémoire. Donc même s'il y a encore plus de ressources dans votre machine, dans votre serveur, et bien tout simplement, vous avez atteint la limite. À cause de quoi? À cause du thread. Parce qu'en fait, ici, vous êtes dans un modèle multi-thread. Alors, c'est pour cela qu'on dit que le modèle, ce modèle-là, multi-thread avec des entrées-sorties bloquantes, c'est un modèle qui n'est pas scalable verticalement. Donc, et là, je parle de ce qu'on appelle la scalabilité verticale. Ça veut dire quoi la scalabilité verticale? Ça veut dire que votre application que vous développez, il est incapable d'exploiter toutes les ressources de l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire, même si vous avez des gigas d'espace ou des mégas d'espace mémoire disponible, vous ne les exploitez pas. Même si vous avez des CPU avec, par exemple, 50 cœurs ou je ne sais pas combien de cœurs avec plus de calculs, vous ne pouvez pas les exploiter. Tout simplement parce que vous êtes limité par le nombre de threads. Donc, c'est le premier inconvénient. Donc, c'est un modèle qui n'est pas scalable verticalement. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Un autre problème, c'est les entrées-sorties bloquantes. Alors, imaginez que vous avez développé votre application web, d'accord? Vous avez développé votre application web comme ça. Alors, moi, je suis un client, ok? Je suis un client, je vais me connecter à votre application. Et quand je me connecte à votre application en tant que client, alors moi, j'ai une connexion, un débit très faible. La connexion avec un débit qui est très faible. Bon, je ne sais pas, parfois vous avez des E ou de la H ou de la H+, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous avez une connexion qui est très faible. Alors qu'est-ce qui se passe? Si moi j'ai une connexion très faible, vous savez, donc je suis un client, un utilisateur. Je vais lancer mon application va se connecter et votre serveur va me démarrer un thread, va me réserver un thread, n'est-ce pas? Et quand j'envoie les données, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que je suis en train de mobiliser un thread pour une longue durée. Donc j'envoie des données, j'envoie, n'est-ce pas? Et après la même chose, supposons que la communication avec la base de données, vous avez un problème de débit ou vous avez un problème de retard. C'est-à-dire que le thread, il va encore attendre la réponse de la base de données. Et quand on va donner la réponse au client, c'est pareil. Ça prend du temps pour envoyer les données. Donc vous allez vous retrouver avec quoi? Vous allez vous retrouver que vous avez un thread qui est mobilisé pour une longue durée.
Imaginez que chaque requête pour traiter une requête, ça lui prend 5 minutes ou combien? Ça veut dire que finalement, vous êtes en train de mobiliser des threads, ça veut dire que supposons que tous les clients qui se connectent, le pire des cas, c'est que tous les clients qui se connectent ont des connexions qui sont très faibles. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est-à-dire votre serveur, tous les threads sont mobilisés, ben, et du coup donc les autres ne sont pas servis. Donc vous voyez donc les performances de votre serveur, ils dépendent des utilisateurs. Ils dépendent des utilisateurs, des consommateurs de votre application. Donc c'est-à-dire ils ne dépendent plus de votre application ou de votre serveur, ils dépendent, vous êtes à la merci en fait, c'est-à-dire des clients qui ont des entrées-sorties peut-être avec un débit qui est très faible. C'est-à-dire la latence de communication, la latence réseau, il impacte les performances de ce modèle. Donc ce modèle-là, il marche bien. Quand est-ce? Quand vous avez le temps de traitement de la requête, il est rapide. Parce que quand vous avez une requête, le thread va traiter la requête et dans la réponse, il est libre. S'il y a une autre requête, on va l'utiliser pour... Vous voyez? Donc c'est-à-dire, dans ce modèle-là, on a intérêt à ce que la durée de traitement c'est-à-dire des requêtes ne soit pas trop lente pour ne pas mobiliser donc, les threads pour une longue durée. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un modèle que vous utilisez. C'est comme ça que la technologie a commencé, notamment avec PHP, c'est ce qui se passe. La technologie PHP, c'est que chaque requête, il y a un thread qui va traiter la requête et après donne la réponse. C'est ce qui se passait dans Java. C'est ce modèle qui est utilisé. Jusqu'à la version 7 de Java. Parce que ça, il faut le savoir. Jusqu'à la version 7. C'est-à-dire de la version 1 jusqu'à la version 7, c'est ce modèle qui est... On n'a pas d'autre solution de toute façon. On n'a que ce modèle. C'est ce qui se passe dans .NET. Et après, la seule technologie qui avait introduit un autre modèle qui est différent, c'est la technologie Node.js. Donc voilà, Node.js, il est venu avec un peu de l'innovation en quelque sorte. Alors, c'est quoi Node.js? Node.js, c'est développer des applications côté serveur en utilisant JavaScript. N'est-ce pas? Et vous devrez savoir que dans les applications JavaScript, on ne peut pas créer plusieurs threads. Dans les applications JavaScript, vous avez un single thread. Ben voilà, comment je peux créer un serveur avec du JavaScript qui est capable de répondre à plusieurs requêtes en même temps. Vous voyez le problème? Donc Node.js, c'était ça. Comment est-ce qu'on peut créer un serveur? Comment on peut faire du JavaScript côté serveur alors qu'il est single thread? C'est-à-dire, comment avec un single thread, je peux répondre à plusieurs requêtes en même temps? Si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, c'est impossible. Parce que si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, ça veut dire quoi? J'ai un thread, je reçois la requête. Ok? Je reçois la requête. Je suis en train de la traiter. Mais s'il y a un autre qui envoie la requête, je ne peux pas le traiter. Donc c'est quoi la solution? C'est d'utiliser les entrées-sorties non bloquantes. Donc justement, c'est que Node.js, il est basé sur ça. C'est-à-dire c'est un modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes, qui est un modèle qui fonctionne différemment. Alors si vous travaillez avec Spring MV7 Tomcat, on est plutôt dans ce modèle. C'est ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est un modèle, comme je disais, qui marche bien, mais en fait, quand on est dans des applications qui demandent une grande charge, après, il faut se poser la question, est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses? Donc, c'est quoi en fait le modèle single thread avec des entrées-sorties non bloquantes? Donc, c'est un modèle dans lequel, en fait, l'idée principale, c'est quoi? C'est d'utiliser un seul thread, utiliser un single thread, qui va se charger donc de traiter l'ensemble des requêtes. Alors, pour cela, il fallait développer ce qu'on appelle un event loop. En fait, le thread
va être utilisé donc, au sein de ce qu'on appelle un event loop. Alors, ce qu'est le event loop? C'est tout simplement, c'est une boucle comme ça qui tourne, infinie. C'est une boucle qui tourne, while, machin, n'est-ce pas? Et cette boucle-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il utilise un seul thread, ok? Et avec un single thread, il va surveiller toutes les requêtes entrantes. Donc, à chaque fois qu'il y a en fait un client qui se connecte, ben, il va utiliser ce qu'on appelle une sorte de channel. C'est-à-dire que en fait, le thread, il va utiliser des channels. Et après, avec ces channels-là, c'est-à-dire tous les clients qui se connectent, ils vont commencer à envoyer les données. Si tu envoies toi des données, tu envoies des octets, je les prends, d'accord? Je les prends, je vais les placer je vais les stocker dans des buffers. Alors si tu envoies des données, je les place dans les buffers. C'est-à-dire que finalement, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que tu m'envoies toutes les données, n'est-ce pas? Donc tu m'envoies des octets, chaque octet que tu envoies, je le prends, je le mets dans un buffer, tu m'envoies des octets, je le prends, je le mets... C'est-à-dire finalement, je suis capable de recevoir les données de tous les channels, c'est-à-dire de tous les clients, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, en fait, ici, donc, ce thread-là, c'est ce qu'on appelle input-output selector thread. Et ici, parce que les entrées-sorties ne sont pas bloquantes, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, ben, il est capable en fait, de lire les requêtes en même temps. Et en même temps, après, par la suite, il va traiter ça sous forme d'une pile d'événements. Donc, c'est-à-dire, quand on fait des entrées-sorties non bloquantes, ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on appelle la programmation asynchrone. C'est ce que vous faites avec du JavaScript, n'est-ce pas? Quand vous utilisez .subscribe, je sais pas quoi, n'est-ce pas? Alors globalement, c'est ça. C'est-à-dire que dès que vous lancez un traitement, vous dites, voilà, une fois que cette tâche se termine, je fais ça. Une fois que cette tâche se termine, je fais ça, n'est-ce pas? Et du coup, donc, vous faites tourner ce event loop de cette façon-là, et ça va régler le problème. Alors si on utilise des entrées-sorties non bloquantes, eh bien, avec un single thread, on peut créer un serveur qui est capable de traiter plusieurs requêtes en même temps. Alors, Node.js, c'est ce qu'il a fait, mais après, par la suite, les autres technologies ont suivi, notamment avec Java. À partir de Java 7, il faut noter que dans Java 7, vous avez deux packages. En fait, dans Java, il y a le package Java Input-Output. Le package Java.io, c'est les entrées-sorties bloquantes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve le package Java Input-Output? Vous avez trouvé les classes comme ça, Input Stream, Output Stream, Reader, Writer, etc. C'est ce que vous avez fait dans Java, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est bloquant. Et après, il y a le package Java New. New, c'est New Input-Output. Dans lequel on va plus utiliser ces streams comme ça, mais plutôt on va utiliser des channels, des buffers et des selectors. Donc ça veut dire que techniquement dans Java, depuis la version 7, vous pouvez créer également un serveur en utilisant un single thread, mais en utilisant les entrées-sorties non bloquantes. Alors ça c'est les selectors, bon, un selector, et après pour chaque connexion client on va utiliser des channels. Et après, on va écrire et lire les données à partir de ce qu'on appelle des buffers. Donc globalement, avec ça, on règle le problème. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est les fondamentaux de Java d'une manière générale. Mais je vous les rappelle quand même parce que maintenant, vous vous apprêtez à aller en entreprise. Et dans les entretiens d'embauche, généralement, parfois, on revient sur les bases. Et quand on revient sur les bases, il faut faire attention parce que dans les entrées-sorties, il faut toujours savoir qu'il y a les entrées-sorties bloquantes et non bloquantes. Il y a deux façons de faire les choses. Et Spring, en fait, a créé par la suite, après la version 7, Spring a créé une autre version de Spring qu'il a appelée Reactive Spring ou bien Spring Web Flux. Donc, en fait, c'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs, si vous regardez dans les dépendances, vous avez Spring Web et vous avez Reactive Spring. Alors, si vous utilisez Reactive Spring, et bien tout simplement, il va être, ou bien Spring Web Flux, il va utiliser plutôt un serveur par défaut
Le premier serveur qui a implémenté ce modèle-là non bloquant, c'est Netty. Donc Netty, c'est au lieu de Tomcat, c'est Netty. Bon, ce qui va être utilisé. Alors, sauf que si on utilise un single thread, pour traiter l'ensemble des requêtes, il y a un problème. Alors, d'après vous, c'est quoi le problème? C'est on va effectuer les traitements dans On ne doit pas effectuer des traitements qui sont lourds. On ne doit pas effectuer les traitements qui sont lourds. Oui, à peu près, il y a quelque chose de ça. Est-ce que vous voyez pas de problème? Il n'y a pas la disponibilité. Non, c'est pas ça, vous allez voir, au contraire. On aura la haute disponibilité. Ben, le problème, c'est que si votre application utilise un single thread, imaginez vous avez un CPU qui contient, par exemple, 20 cœurs. Ça veut dire quoi? J'ai un CPU avec 8 cœurs. Vous savez que si vous utilisez un single thread, ça veut dire que vous n'exploitez qu'un seul cœur. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire, si mon application utilise un single thread, parce que le seul moyen pour, par exemple, utiliser en même temps les 8 cœurs, pour faire des traitements en parallèle, pour faire le parallélisme, c'est d'utiliser des threads. Donc, le fait d'utiliser un single thread, j'ai encore un autre problème. C'est-à-dire, finalement, je n'exploite pas toutes les ressources de l'ordinateur. Donc, ce qui fait qu'avec Spring Web Flask, on va dire, bon, il va utiliser, en fait, à vrai dire, on ne va pas utiliser un seul thread, mais on va utiliser un single thread d'abord. C'est pour ce qu'on appelle le Input-Output Selector Thread. Donc, c'est lui qui communique avec les entrées-sorties, n'est-ce pas? Mais pour faire les traitements, il va utiliser ce qu'on appelle les Worker Threads. Et combien de Worker Threads qu'on va déployer? Eh bien, ça dépend du nombre de cœurs. Alors, par exemple, si vous avez un CPU qui contient 8 cœurs, donc il va utiliser 8 threads. Et comme ça, je suis sûr que mon application va exploiter tous les cœurs. Donc, ici, chaque requête, lui, il a l'IO Selector Thread. Il reçoit les requêtes. Il va empiler, donc, c'est-à-dire ces demandes se forment d'événements. Et après les worker threads, donc ils vont traiter la requête. Ça veut dire quoi traiter la requête? Eh bien, tout simplement accéder à la base de données, faire les traitements, donner la réponse. Alors c'est pas celui-là qui va traiter ça. C'est plutôt le worker thread. Alors maintenant le worker thread lui-même, quand il va communiquer avec la base de données, si l'accès à la base de données est une entrée-sortie bloquante, si vous utilisez JDBC. Parce que JDBC, c'est bloquant. Hein. Ça veut dire que lui-même, il est... vous voyez, donc, ça veut dire que quand il commence à communiquer avec la base de données, il est bloqué, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si vous utilisez ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle réactif. Si vous utilisez ce modèle, il faut s'assurer également que toutes les entrées-sorties sont non bloquantes. C'est-à-dire, même quand vous allez communiquer avec la base de données, ben, vous allez communiquer, au lieu d'utiliser par exemple JDBC, vous allez utiliser Reactive JDBC, parce qu'en fait il y a des drivers qui sont réactifs. Si vous communiquez par exemple avec MongoDB, il n'y a pas de problème, ou les SGBD généralement NoSQL, parce qu'on peut faire la communication d'une manière non bloquante. Donc ce qui fait qu'il y a des solutions. Donc ce qui fait que si vous voulez vraiment créer un système qui est, on va dire, non bloquant, il faudrait également s'assurer que les entrées-sorties, vous utilisez des entrées-sorties qui sont non bloquantes partout. Hein. Pas uniquement ici. Même au niveau de la communication avec les services externes. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous avez le modèle. Vous avez... L'avantage de le modèle, maintenant. L'avantage. L'avantage, c'est que c'est un modèle, le modèle single thread avec des entrées-sorties bloquantes, c'est un modèle qui est scalable verticalement. Alors pourquoi il est scalable verticalement? Parce que je sais que mon serveur, il va utiliser par exemple 5 threads, n'est-ce pas?
Donc je ne vais jamais atteindre la limite du thread. Ça veut dire que tant qu'il y a de la mémoire, tant qu'il y a des CPU, j'accepte les connexions. Donc avec ce modèle, par exemple, je peux avoir une limite maximum de connexion en 30, c'est 200. Mais avec ce modèle-là, je ne peux pas savoir, c'est-à-dire une infinité. Je peux accepter les requêtes jusqu'à ce que la mémoire du serveur devienne saturée. Alors bien sûr, quand j'atteins la mémoire du serveur devient saturée, les ressources de calcul sont saturées, et là on va passer vers la scalabilité horizontale. Horizontale, ça veut dire qu'il faut démarrer de nouvelles machines. Mais au moins avec ça, on est sûr d'exploiter les ressources. Voilà, ça c'est un détail. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça parce que je sais qu'il est extrêmement important, surtout pour les gens qui travaillent quand vous allez travailler en entreprise. Parfois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Et quand on ne connaît pas ça, on se retrouve avec des applications. Là, on a un problème de montée en charge. Et après, on dit, bon, on va changer de serveur. On va acheter un serveur beaucoup plus puissant. Vous êtes en train de perdre votre argent, n'est-ce pas? Vous êtes en train d'acheter un serveur plus puissant avec beaucoup de mémoire, avec beaucoup de CPU, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est où? C'est vous avez une limite. Bah, au moins, vous allez dire, tiens, j'ai une limite parce que j'ai de la charge. Je vais accéder à Tomcat. Dans la configuration, je vais lui dire, au lieu de maximum 600, je vais mettre 400, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, vous allez libérer votre application. Rien qu'en configurant, par exemple, Tomcat. C'est-à-dire, vous lui dites, je peux utiliser jusqu'à 400. Mais est-ce que vous pouvez utiliser une infinité de ça? Non, parce que le système, l'OS, lui-même, il y a une limite. C'est-à-dire, on peut pas, parce que plus vous utilisez les threads, plus vous consommez la pile mémoire, donc ce qui fait que ça, c'est un problème. C'est bon? C'est parfait. Alors, en fait, juste avant de revenir à l'exemple, je vais plutôt à la gateway, je vais quand même vous donner un exemple. Cet exemple-là, c'est comme si vous dites, par exemple, alors imaginez que vous avez, imaginez que par exemple vous avez une entreprise, par exemple un téléconseiller, par exemple dans le domaine des télécommunications, n'est-ce pas? Un centre d'appel, par exemple, n'est-ce pas? Alors imaginez que dans le centre d'appel, j'ai employé 5 téléconseillers. 5, n'est-ce pas? 5 téléconseillers, c'est-à-dire 5 threads. Il y a combien d'appels que vous pouvez traiter en même temps? 5. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, avec 5 téléconseillers, si par exemple la durée de communication des clients, il y a le client qui vous appelle, bonjour, j'ai un problème, voilà la réponse. Je prends un autre, bonjour. Quand c'est rapide, il n'y a pas de problème, parce que les gens ne vont pas attendre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si la durée de traitement de la requête est très rapide, on a l'impression qu'on reçoit tout le monde. Mais quand il y a un client qui vous appelle, qui vous dit, voilà, qui prend beaucoup de temps à vous poser la question, vous prenez beaucoup de temps à comprendre, d'ailleurs, c'est le problème, à comprendre ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que, qu'est-ce que finalement, c'est-à-dire que le client est en train de mobiliser un téléconseiller pour une longue durée, alors que lui, il a besoin de répondre à d'autres requêtes. Donc, ce modèle-là, quand vous voyez que les gens, on n'arrive pas à répondre c'est-à-dire aux clients, bah, qu'est-ce que vous allez dire? L'entreprise, elle va dire, je vais embaucher encore. Je vais utiliser 5, 8, 9, 10, 100. J'ai 100 téléconseillers, 100. Oui, mais est-ce que mais quand 100 ne sont pas suffisants, je ne vais pas quand même commencer à embaucher parce que je ne vais pas aller vers l'infini, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai, on a une limite ici, ce modèle. Alors, typiquement, c'est comme ça, naturel. Alors qu'en réalité, le modèle, c'est comme si vous dites, ça n'existe pas, ne cherchez pas dans la réalité, c'est comme si vous dites, finalement, je vais utiliser un seul téléconseiller. Et ce téléconseiller, il est capable, chacun qui appelle, je le réponds, je l'accepte. Et tout le monde parle en même temps.
Et quand tout le monde parle en même temps, je suis capable de prendre toutes leurs questions. Et je suis capable de répondre à tout le monde. Et bien c'est ça. Vous voyez donc en termes de programmation, ça on sait le faire. Bon, un être humain, s'il y a vraiment quelqu'un, je ne sais pas quoi, bon, il y en a ceux qui sont capables de communiquer avec 3 personnes en même temps. N'est-ce pas? Alors c'est comme si vous dites la visioconférence. Finalement, il ne s'agit pas de... tout le monde peut se connecter. Quand on est sur Google Meet, tout le monde est connecté, tout le monde parle en même temps. Et moi, je suis capable d'entendre tout le monde et je réponds à tout le monde, etc., etc. Mais ça, c'est un peu très délicat. Donc c'est à peu près ça. Donc il est clair qu'ici, on utilise moins de ressources. Alors maintenant, je reviens à la gateway. Donc en fait, la gateway, c'est un point très important dans l'architecture, parce qu'en fait, toutes les applications d'entreprise, généralement, ils utilisent des gateways. Et quand vous utilisez une gateway, là, il faut faire attention. Est-ce que vous allez utiliser un modèle single thread avec des entrées sorties bloquantes, ou bien multithread, ou plutôt multithread avec des entrées sorties bloquantes, ou bien single thread avec des entrées sorties non bloquantes? Alors, si vous utilisez Zool, ça veut dire que vous utilisez ce modèle. Multithread. Alors, si vous utilisez Spring Cloud Gateway, ça veut dire que vous utilisez Spring Web Flux. C'est-à-dire que vous utilisez Reactive Spring et vous utilisez ce modèle. Donc, on vient de voir quel est le modèle le plus performant? C'est Single Thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Ça veut dire que si je veux vraiment créer des applications beaucoup plus performantes, et bien, tout simplement, il vaudrait mieux utiliser Reactive Spring. Alors, en tout cas, pour la gateway, donc on va utiliser donc, Spring Cloud Gateway parce que Zool, c'est une gateway, c'est vrai, au début, dans la version 1 de Spring Boot, Spring Cloud, c'était la seule solution. Mais après, depuis que Spring Cloud Gateway a été créé, donc plutôt les architectures migrent vers Spring Cloud Gateway. Alors, ce qui fait que, donc, je vais vous montrer comment, mettre en place une Spring Cloud Gateway. Alors, en fait, Spring Cloud Gateway, donc, c'est une gateway qui permet de gérer le système de routage. Alors, pour configurer la gateway, donc, nous aurons besoin de créer ce qu'on appelle des routes. Alors, pour chaque route, on va spécifier ce qu'on appelle les URI de destination, c'est l'adresse de destination, et on peut spécifier un ensemble de prédicats. Je nomme les prédicats. Les prédicats, c'est la condition, ou bien l'ensemble des conditions que la requête doit satisfaire pour que la requête soit envoyée vers cette URI. Alors, j'explique. Quand une requête arrive HTTP, je suis la gateway. Quand une requête HTTP arrive, alors comment je peux savoir que cette requête-là, je vais l'envoyer vers cette adresse-là, ou bien vers cette adresse? C'est-à-dire, est-ce que je vais l'envoyer vers ce microservice, ou bien vers ce microservice? Comment je peux le savoir? Ben, quand je vois la requête, vous savez que dans une requête HTTP, il y a le path, il y a les headers, il y a plein de choses dans la requête. Donc, ce qui fait... moi, pour pouvoir faire le routage, je dois me baser sur ce qu'on appelle des prédicats. Je n'envoie le prédicat. Le prédicat, c'est la condition. Je vais dire, si le path contient / customer service / n'importe quoi, eh bien, c'est un prédicat. C'est-à-dire un prédicat sur le path. C'est-à-dire, c'est la condition sur le path de l'URL. Je peux avoir un prédicat sur le header. Je vais dire, si cette requête contient un header qui contient cette valeur, j'envoie la requête ici. Sinon, je l'envoie là. Etc. Donc, c'est-à-dire, il y a un ensemble de prédicats qu'on peut utiliser pour décider si telle requête va vers une telle destination ou l'autre. Alors, après, il y a les filtres. Alors, les filtres, en fait, c'est-à-dire quand j'envoie une requête, quand je reçois une requête, avec les prédicats, je peux tester vers quelle destination, je peux déterminer vers quelle destination. Mais quand j'envoie la requête vers la destination, je peux filtrer la requête, c'est-à-dire je peux ajouter des headers dans la requête. Également, quand je reçois la réponse, avant de l'envoyer vers le client, on peut ajouter des headers dans la réponse.
Ça veut dire il y a des filtres qui font que la requête, la gateway peut modifier c'est-à-dire soit la requête ou bien la réponse. Par exemple, pour des raisons de sécurité, le client envoie une requête, d'accord, vers la gateway, et la gateway va, supposons que, je ne sais pas si vous avez assisté le séminaire sur la partie sécurité l'autre jour, à peu près. Oui. Alors, supposons que les microservices sont protégés par un client secret, n'est-ce pas? J'ai un microservice qui est protégé par un client ID, client secret. C'est-à-dire, pour pouvoir envoyer la requête, pour pouvoir envoyer la requête vers le microservice, il faut que je lui envoie, c'est quoi client ID, c'est quoi client secret. Alors, ben, client ID, client secret, c'est pas le front-end qui va l'envoyer. Parce que si vous mettez le client ID, client secret, le front-end, c'est pas sécurisé parce que n'importe qui peut. Vous savez, dans les front-end, on peut toujours voir ce que vous avez. Même si c'est une application mobile, on peut décompiler, on peut voir, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait avec client ID, client secret, donc je vais le mettre, le mettre la gateway, n'est-ce pas? Et du coup, donc, je vais configurer la gateway pour lui dire chaque requête qui arrive. Ben, tu lui ajoutes client ID, client secret avant de l'envoyer vers le microservice. Donc ça, c'est des filtres. C'est un exemple. Pour la sécurité, pour plein de choses. Donc vous allez voir, c'est très bénéfique. Bon, les prédicats, donc vous voyez, donc, il y a une liste de prédicats qu'on peut utiliser dans la config. Comme par exemple le host, le path, la méthode. On peut dire si c'est get, je fais ça, si c'est post, etc. After, before, between. Donc, ainsi pour les dates, c'est-à-dire si la requête est envoyée après cette date ou bien avant cette date et entre cette date et cette date, je sais pas, ça peut être très utile. Un service, par exemple, vous dites quand les requêtes viennent entre cette date et cette date, entre cette heure et cette heure, je fais appel à cette instance. Et à partir de minuit, les requêtes vont être envoyées. L'essentiel, c'est que vous configurez votre gateway pour router les requêtes vers le banc. On peut faire des prédicats sur les cookies, sur les headers, sur les queries. C'est-à-dire les queries, c'est les paramètres de la requête. Remote address, c'est-à-dire l'adresse IP du client. Je veux dire, si l'adresse IP du client, c'est ça, je l'envoie ici, sinon je l'envoie là, etc. Donc vous avez quasiment des prédicats pour tout ce qui est dans la requête HTTP. Donc tout ce qui se trouve dans la requête HTTP, vous avez des prédicats. Alors les filtres, normalement les filtres qu'on peut utiliser dans Spring Cloud Gateway, add request header, donc ajouter un header pour la request, add request parameter, on peut ajouter un paramètre, add response header, dedupe response headers, parfois il se trouve qu'il y a une requête qui arrive dans laquelle le client a envoyé un header 5 fois. C'est-à-dire, il a dupliqué un header. Et là, donc, ça permet de supprimer. Si tu trouves il y a un header qui est répété plusieurs fois, tu gardes qu'un seul. Après, on va voir, il y a un pattern qui s'appelle circuit breaker. Circuit breaker, donc je reviendrai Strix. Strix, circuit breaker, rewrite path. On peut réécrire le path. Je reçois une requête avec un path quelconque. Mais quand je l'envoie vers la destination, je vais changer le path, etc. Alors ça, c'est globalement, c'est les éléments de base de Spring Cloud Gateway. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu les choses plus facilement avec un peu de pratique. Alors, à travers un exemple d'application, donc on va supposer qu'on veut créer un système microservice qui se compose d'un ensemble de microservices fonctionnels. Il y a Customer Service. Il y a Customer Service, on va supposer que c'est un service qui permet de gérer les clients. Inventory Service, c'est pour gérer le stock, notamment les produits. Billing Service, c'est pour le service de facturation. Donc j'ai ici donc 3 microservices fonctionnels. Et après, donc, je vais vous montrer comment mettre en place la gateway, Spring Cloud Gateway. Donc au départ, on va utiliser une configuration statique, c'est-à-dire on suppose qu'on connaît l'adresse des microservices. Et après, par la suite, on va utiliser Discovery Service. Notamment, on va utiliser donc une implémentation de Discovery Service qui est fournie d'ailleurs par Netflix, qui s'appelle Eureka, Eureka Server. Donc ça, c'est le Discovery Service qu'on va utiliser.
Et après, donc, on va essayer après voir comment faire la configuration dynamique. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué pour la mettre en place. Alors, donc, rapidement, d'abord pour mettre en place une telle application, si vous voulez créer par exemple Customer Service, bon, vous allez juste créer une application avec les dépendances Spring Web, Spring Data GPA, H2 Database. Bon, j'ai déjà expliqué ça, c'est REST Repository, c'est Spring Data REST. Alors ici, donc comme, en fait, ici dans les microservices, on ne va pas respecter les bonnes pratiques, on va créer les microservices avec un minimum de code. C'est parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment faire fonctionner. Donc on va utiliser Spring Data REST, Lombok, DevTools, bon ça c'est pour demander à Spring Boot de faire la configuration en mode développement. Eureka Discovery Client, ça c'est du Spring Cloud. Alors Eureka Discovery Client, c'est en fait c'est une dépendance. Vous savez, j'ai déjà dit qu'un microservice quand il démarre, va se connecter à Discovery Service pour s'enregistrer. N'est-ce pas? Il doit publier son nom et son adresse. Donc, si vous voulez qu'un microservice se connecte vers Discovery Service pour s'enregistrer, ben vous aurez besoin d'ajouter cette dépendance. Donc, Eureka Discovery Client, c'est une dépendance qui permet à un microservice, au démarrage, de s'enregistrer. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire du code, c'est des choses qui se font automatiquement. Bon, après, on peut également, parmi les services qui sont très utiles dans Spring, il y a Spring Actuator. Bon, Actuator, c'est un service avec lequel vous pouvez faire le monitoring. Donc, si vous voulez voir la santé d'un microservice, par exemple, bon, tout simplement, Actuator, il vous offre un ensemble de endpoints qui vous permet, par exemple, via REST, de voir combien de threads, etc., combien de classes qui sont chargées en mémoire, est-ce qu'il est up ou bien down. Donc, vous pouvez... c'est-à-dire, c'est un service qui permet de faire le monitoring. Donc ça, c'est quelque chose de très utile également. Alors, si vous créez un microservice, donc on sait que, par exemple, voilà, donc je vais créer la classe Customer. Alors, pour moi, Customer, donc c'est une entité GPA, entité data, etc. Donc, c'est des choses que vous connaissez. Donc, un Customer est défini par son ID, le name et le email. Donc, rien de spécial. Après, donc, vous avez Customer Repository, Extend GPA Repository. Bon, rien de spécial. Ici, donc, le Web Service, il est là. Donc, Repository REST Resource, c'est pour dire, donc, je demande à Spring de me démarrer un service REST. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire mon REST controller, donc il le fait automatiquement. Et après, je crée une application au démarrage qui va insérer quelques clients dans la base de données. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas beaucoup de code, c'est pour notre petit microservice, on va dire. Alors, ici, donc, vous avez le fichier Application Properties dans lequel on a besoin de spécifier le numéro de port. Donc, je suppose que Customer Service va fonctionner sur le port 91. Pour le moment, je n'ai pas encore ce service-là. De Eureka Discovery Service, je ne vais pas l'utiliser au départ. D'accord? Donc, ça veut dire que il faut que je demande à Customer Service au démarrage, ce n'est pas la peine de chercher à t'enregistrer. Parce que si vous ne faites pas ça, au démarrage, il va chercher où se trouve Eureka et il va vous afficher une exception. Alors pour cela, pour le désactiver, on va utiliser la propriété Spring Cloud Discovery Enabled, vous mettez false. Alors le fait d'utiliser false, c'est-à-dire vous lui dites, c'est pas la peine de t'enregistrer. Donc je désactive avec ça. Eureka Discovery Client, je le désactive. Bon, après, par la suite, on va le remettre à true quand on va démarrer le Discovery Service. Alors, et après, maintenant, on a besoin de donner un nom à chaque microservice. Donc, avec Spring Application Name, ce service, on va l'appeler Customer Service. OK? Alors, pour le reste, donc j'ai parlé la dernière fois des projections, des choses comme ça, donc on peut toujours les ajouter. Mais bref, donc ça, c'est un microservice. Alors, si vous le démarrez, vous mettez localhost 8081, vous mettez /customers, vous allez voir customers, /customers/1, et si vous mettez /actuator,
voyez, donc actuator, il vous donne un ensemble de endpoints. Si vous mettez par exemple slash actuator slash health, ben, il vous dit tout simplement app. App, c'est-à-dire le service, il est app. S'il y a un problème, c'est down. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les microservices, comment par exemple un service technique peut savoir qu'un service, il est en vie? Ben, tout simplement, il suffit d'envoyer une requête vers actuator slash health et après, vous savez est-ce qu'il est bon. Mais en fait, avec actuator, vous n'avez pas que ça. Vous avez slash bin, slash, vous avez un ensemble de endpoints qu'on peut exploiter. Bon, ça, c'est actuator. Alors, si vous regardez la base de données, vous allez trouver, donc, c'est une base de données H2. On voit ici donc que nous avons dans la base de données quelques clients qui sont enregistrés. Alors, ça, c'est pour Customer Service. Customer Service. Maintenant, Inventory Service, c'est la même chose. Ben, je crée un même projet, sauf que cette fois-ci, au lieu de Customer, je vais créer une classe Product. Product Repository. Et après, j'insère des produits dans la base de données. Ici, donc, le port, c'est 8082. Je désactive, le service s'appelle Inventory Service, et après, Enabled False. C'est tout. Je démarre. Si je mets http localhost 8082/product, j'ai les produits. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux micros. J'ai démarré Customer Service et j'ai démarré Inventory Service. Alors maintenant, je vais créer maintenant le Spring Cloud Gateway. Alors pour créer la gateway, donc j'ai besoin de créer un projet Spring Boot, Spring Starter, Initializer, tout simplement avec cette dépendance Gateway. Alors Gateway, donc comme je disais, donc je peux utiliser Zool Gateway, mais Zool il est deprecated, donc vous utilisez Spring Cloud Gateway. On veut utiliser Actuator, bon, c'est toujours utile. On va utiliser Eureka Discovery Client. Eureka Discovery Client parce que la gateway elle-même, il a besoin de s'enregistrer chez Eureka. Bon, Historix, on ne va pas l'utiliser. D'ailleurs, il est en fait, Historix, c'est une implémentation d'un pattern qui s'appelle Circuit Breaker. Alors ça, c'est quelque chose dans le calcul de haute performance, d'une manière générale. Vous savez que dans le calcul de haute performance, ce qu'on appelle HPC, il y a des critères, c'est-à-dire de la haute performance, c'est quoi? Il y a la scalabilité, n'est-ce pas? La scalabilité, vous savez ce que c'est. Il y a le problème de monter, il y a la scalabilité, il y a l'équilibrage de charge, n'est-ce pas? Il y a tolérance aux pannes. Fault tolerance. Alors, tolérance aux pannes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une panne, votre système ne devrait pas s'arrêter. OK? Alors maintenant, comment faire? Supposons que j'envoie une requête vers la gateway, et la gateway va envoyer la requête vers le microservice, et supposons que le microservice ne marche pas. Alors, si vous faites rien, vous allez envoyer au client quelque chose comme 404 ou la 403 ou là, des trucs comme ça. Vous lui envoyez un message d'erreur, n'est-ce pas? Mais généralement, dans les systèmes de haute performance, par exemple, c'est quelque chose que vous n'allez jamais voir sur Facebook ou de la Google, n'est-ce pas? Quand vous accédez à Facebook, vous avez que toujours ça marche. Mais attention, ça ne veut pas dire, quand vous appelez la gateway, on appelle le microservice. Si le microservice ne marche pas, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait la gateway? Il vous donne quand même une réponse. Une réponse par défaut. C'est juste pour vous, ça y est, vous avez quelque chose. Donc ça veut dire que dans la gateway, il y a ce qu'on appelle le circuit ouvert et le circuit fermé. Circuit fermé, j'accède à la ressource et je récupère la réponse et je donne la réponse. En circuit ouvert, ça veut dire quoi? Quand j'envoie des requêtes, vers un microservice qui ne marche pas, eh bien, tout simplement, je peux configurer la gateway de dire pour cette requête-là, voilà, on définit une réponse par défaut généralement
qui peut utiliser le cache ou là, des choses comme ça, n'est-ce pas? De façon à ce qu'on puisse donner la réponse. Et c'est ce qu'on appelle le circuit breaker. Circuit breaker, c'est un pattern. Donc, qui fait partie de les systèmes liés à la tolérance aux pannes, généralement utilisent ce pattern-là. OK? Alors, Historix, c'est l'une des implémentations de ce pattern. Bon, ici, on ne va pas l'utiliser dans un premier temps, mais après, on va revenir sur l'utilisation de comment utiliser le circuit breaker. C'est quelque chose de très simple également à mettre en place. Vous savez, c'est comme si vous appelez une entreprise, vous avez un standardiste, le standard, si vous voulez, c'est lui qui reçoit les appels, n'est-ce pas? Vous recevez l'appel, le client, il veut une réponse, n'est-ce pas? Et pour donner la réponse, vous appelez celui qui est responsable. Vous lui posez la question, il vous donne la réponse, et après, vous donnez la réponse à votre client, n'est-ce pas? Ça, c'est le cas normal. Mais supposons quand vous recevez la requête, vous appelez celui qui va répondre, il ne vous répond pas. Il y a deux façons de lui dire. Donc, soit vous lui dites, désolé, vous réappelez, ou bien vous allez un peu faire un effort de lui donner une réponse. Alors, quand vous allez lui donner la réponse, c'est parce que peut-être dans votre cache, vous avez déjà répondu à des questions comme ça. Vous regardez votre cache, etc. Vous dites, tiens, je lui donne la réponse. Donc, vous voyez, donc le client, il a reçu la réponse. Le fait quand cette personne fonctionne comme ça veut dire qu'il utilise le circuit breaker. C'est-à-dire quand je n'arrive pas à contacter le service distant, j'utilise quelque chose en local pour fournir la réponse. Donc ça, c'est l'idée du circuit breaker. C'est clair? Bref, donc quand je crée une gateway, j'ai besoin d'utiliser donc tout simplement cette dépendance la plus importante, Spring Cloud Gateway. Une fois que vous créez ce projet-là, on va configurer la gateway. Alors pour la configurer, donc on peut configurer une gateway, Spring Cloud Gateway, soit de façon statique ou bien dynamique. Alors pour la configurer d'une manière statique, on peut le faire soit dans le fichier application.properties, comme on peut le faire dans un fichier application YAML. Alors en fait, généralement, dans Spring Boot, donc ça il faut le savoir, c'est que dans Spring Boot, vous avez deux façons pour configurer. Soit le fichier application properties, soit le fichier application.yaml. D'habitude, nous, on utilise application properties. Mais vous pouvez ajouter un autre fichier application YAML et vous faites la config. Tout ce que vous pouvez faire dans application properties, vous pouvez le faire dans YAML. Il se trouve que le format YAML, il est beaucoup plus pratique dans la configuration. C'est pour cela que quasiment tous les outils de DevOps utilisent beaucoup le format YAML. Donc il vaudrait mieux commencer à avoir l'habitude de l'utiliser. Et pour configurer la gateway dans le fichier YAML, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire Spring, deux points. Vous faites une petite tabulation de 4 espaces. Cloud, deux points, tabulation, gateway, espace, routes. Dans le fichier application properties, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire spring.cloud.gateway.routes. Alors maintenant, je vais configurer les routes. Chaque route, il a des paramètres. Donc il y a plusieurs routes. Donc ici, les routes, c'est un tableau. OK? Alors si vous voulez faire ça dans le fichier application properties, ça va commencer à se compliquer. Parce qu'en fait, route, c'est un tableau de valeurs. Donc il faut utiliser entre crochets de 0, c'est-à-dire la route 0, et vous définissez ID égale à ça. Donc ce qui fait, avec le format YAML, c'est beaucoup plus simple. Donc on va dire route, deux points, et après on va mettre ici tiret ID. Le ID de la route, c'est R1, donc je peux lui donner la valeur. C'est quoi l'URI de la route? Supposons que ça, c'est Customer Service. Je sais que Customer Service se trouve en HTTP localhost 80.81. Donc c'est l'URI. Maintenant, les prédicats. Alors ici, predicates. Les prédicats, pour le moment, j'ai besoin d'utiliser un seul prédicat, c'est le path. Alors le path égale à quoi? /customer /étoile. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous êtes en train de dire à Spring Cloud Gateway, si tu reçois une requête HTTP, dans le path contient /customer / quelque chose, envoie la requête vers cette
livré. Donc vous voyez, donc dès que si je tape localhost 4, si je tape localhost, alors ça c'est le port de la gateway qu'on voit ici, le port c'est 8888. Si je tape http localhost 8888/customers/1, alors la gateway il va envoyer cette requête vers quoi? Vers localhost 80. Il envoie la requête là, il récupère la réponse, il vous donne la réponse. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. La même chose, donc j'ai la route. Alors ici, donc le prédicat, j'utilise que path. Mais je peux encore mettre méthode. Si la méthode est ça, je peux ajouter par exemple un autre prédicat sur les headers. Je peux ajouter un prédicat sur si le header contient authorization, je prends je sais pas. Vous voyez, donc je peux faire plein de choses. Et également, on peut ajouter des filtres. Donc ici, donc vous voyez, donc il y a le prédicat. Là, il n'y a pas de filtre pour le moment, il n'y a rien. J'ai la deuxième requête, donc c'est R2. La deuxième route, c'est R2. L'IORI, c'est localhost 8082. Le prédicat, c'est /product/étoile. C'est-à-dire que ici, regardez, si je tape http localhost 8888, c'est toujours la gateway, /product, il me donne les produits. Donc vous voyez, donc le client pour lui, il ne connaît pas les microservices. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît que la gateway. Donc vous demandez à la gateway, grâce au path, la gateway peut savoir quel est le microservice qui va vous donner la réponse. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Merci. Parce que là, vous répondez en mode silencieux, donc je ne vois pas. Mademoiselle, réveille-toi. Alors, donc, pour configurer, en résumé, donc, pour configurer donc, notre gateway, donc, nous avons besoin d'utiliser donc, le format, le fichier application YAML. On peut le faire. Mais si vous ne voulez pas utiliser le format YAML, on peut le faire sur une classe un bin de configuration. Donc, alors pour le faire, mais avec Java, il suffit de créer, en fait, dans une classe de configuration, il suffit de créer un bin, de déclarer un bin de type root locator. Alors cet objet-là, getRootLocator, donc il suffit d'injecter rootLocatorBuilder et après vous pouvez construire les routes de cette façon-là. Vous voyez donc return builder.routes, les routes, et après point. Donc vous voyez donc le pattern builder, c'est un pattern qui est très utilisé partout. Donc point route, c'est quoi la route? Alors ici la route c'est chaque route path customer/étoile, c'est-à-dire quand j'ai une requête avec le path customer/étoile, l'IURI destination c'est 8081. Alors dans les nouvelles versions de Spring Cloud, vous n'allez pas trouver .id. Mais par contre, vous allez trouver route. Route, il a deux paramètres. Le premier paramètre c'est le ID et le deuxième c'est la route elle-même. Mais en fait, le ID de la route, ici, on ne l'exploite pas, donc vous n'êtes pas censé le mettre. C'est-à-dire, ça peut être carrément ignoré, ça ne fait pas l'affaire. Alors, j'ai une deuxième route, voilà, et après, vous mettez build. Alors, il y en a ceux qui préfèrent travailler avec des fichiers comme ça. YAML, c'est de la config. Il y en a ceux qui vont préférer faire de la config avec un bin, une classe de configuration. C'est la même chose. Tout ce qu'on peut faire là, on peut le faire là. Sauf que l'avantage ici, comme vous êtes dans Java, vous pouvez vous permettre de faire des boucles, for, des choses comme ça pour faire une configuration un peu... Parce que parfois, il y a des configurations complexes. Si vous voulez les faire là, vous risquez d'avoir un fichier qui est trop grand. Mais avec Java, parfois, avec un peu de code, on peut configurer. C'est clair? Parfait. Maintenant, c'est quoi ça? C'est la configuration statique. Alors maintenant, ça suppose, si vous utilisez cette configuration-là, ça suppose que vous connaissez les adresses des microservices. C'est statique. Et en même temps,
Ça marche quand vous avez un microservice, 2, 3, et vous avez une seule instance pour chaque microservice. Bon, ça, on peut le faire. Mais par contre, dans la réalité, c'est que les microservices, il y en a plusieurs. Les microservices peuvent changer d'adresse. On peut démarrer plusieurs instances. Oui, donc il faut faire ça dynamiquement. Alors, pour le faire d'une manière dynamique, là, on aura besoin d'utiliser, voilà, Discovery Service. Ça, c'est important. Alors, on va créer ce service-là. Alors, pour créer donc le Discovery Service, c'est très simple. Vous créez un projet Spring dans lequel vous ajoutez la dépendance Eureka Server. Donc, comme vous voyez, donc, Eureka Server, c'est une implémentation du Discovery Service qui est basée sur Netflix, Spring Cloud Netflix. Alors, la seule chose que vous allez faire dans l'application, vous allez ajouter cette annotation Enable Eureka Server, c'est tout. Et vous faites Run, vous démarrez votre application. Alors, on va supposer que Eureka Discovery Service va fonctionner sur le port 8761 par défaut. D'accord? Bon, après, il y a quelques propriétés, donc j'y reviendrai après, pour quelques propriétés de base, parce qu'il faut indiquer à Eureka, ce n'est pas la peine de s'auto-enregistrer, parce que lui-même, si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas ici false, quand il va démarrer, lui-même, il va s'auto-enregistrer, parce que c'est un microservice, on va laisser pas la peine. Donc, si vous démarrez, votre application et vous allez taper localhost 8761, il y a le port, ben vous allez voir, il y a une interface qui vous montre quels sont les microservices qui sont enregistrés. Alors pour le moment, vous voyez ici no instance available, c'est-à-dire il n'y a aucune instance qui est disponible. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si vous vous rappelez, dans les fichiers de configuration de Customer Service, Inventory Service, on avait initialisé cette propriété-là, Spring Cloud Discovery Enabled à false. Donc on va la mettre à true et on redémarre. Et si vous redémarrez ces microservices, ben vous allez voir ici, il y a Customer Service et Inventory Service. Donc vous voyez déjà, ça c'est quasiment, c'est quelque chose en 5 minutes, vous mettez en place cette architecture, vous démarrez vos microservices et ça enregistre. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant à indiquer à Spring Cloud Gateway, comme quoi, voilà, il y a Discovery et tu peux l'utiliser pour pouvoir faire retrouver les URI. Comment? Alors si vous voulez le faire d'une manière statique, maintenant je n'ai plus besoin de connaître l'adresse des microservices. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, au niveau du path, vous utilisez chaque requête dans le path /customer /étoile, tu m'envoies la requête vers cette URI. C'est quoi l'URI? Regardez bien. C'est LB. Alors LB, c'est load balancer. LB, si vous demandez à Spring Cloud Gateway, utilise le load balancer pour envoyer la requête vers un microservice qui s'appelle Customer Service. Ça veut dire que je connais que le nom du microservice. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire Spring Cloud Gateway? Dès qu'il reçoit une requête /customer /étoile, il envoie la requête vers Discovery. Il va lui donner quoi? Le nom. Il récupère les URI. Et quand il récupère les URI, ben, tout simplement, il envoie la requête vers le bon microservice. Donc là, on n'a plus besoin de savoir où se trouvent les microservices. Par contre, on a besoin de connaître les noms des microservices. Mais ça reste toujours statique. C'est-à-dire, ça suppose que vous connaissez tous les microservices. Et l'utilisateur ici, donc, il ne spécifie pas l'URL, il ne spécifie pas le nom du microservice. Il met que /customers /product, parce que c'est ce que j'impose ici. Alors maintenant, supposons que vous voulez le faire d'une manière dynamique. Au lieu d'écrire, par exemple, si vous avez par exemple ici une centaine de microservices, au lieu d'écrire une centaine de lignes comme ça, ben on va tout simplement faire la configuration dynamique. Comment? Ben il suffit de créer un bin qui s'appelle Discovery Client Route Definition Locator. C'est un peu long. Qui reçoit deux paramètres, Reactive Discovery Client et Discovery Locator Properties. Et tout simplement, vous allez retourner un bin, un objet de cette classe, Discovery Client Route Definition Locator, et vous lui donnez ces paramètres. Alors si vous faites ça, ben ça y est, la configuration est terminée. C'est comme si vous êtes en train de dire à Spring Cloud Gateway,
quand il reçoit une requête HTTP. Maintenant, regardez bien, la requête HTTP, si vous regardez l'URL ici, vous voyez l'URL? Je vais faire localhost, je dois spécifier le nom du micro-service. C'est comme si je suis en train de dire à Spring Cloud Gateway, quand il reçoit une requête, regarde dans le path, le premier path de la requête, tu vas trouver le nom du microservice. Donc, s'il connaît le nom du microservice, il contacte Discovery, il récupère l'URL et il appelle le microservice. Donc, le problème est réglé. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la configuration dynamique. Alors, pour accéder à Inventory Service, donc il suffit de mettre ici Inventory Service. Donc, avec cette configuration-là, avec cette configuration dynamique, et bien tout simplement, le problème ne se pose plus. C'est-à-dire, chacun d'entre vous crée son microservice, n'est-ce pas? Il le démarre, il s'enregistre. Le client, il va taper, le client doit juste connaître le nom du microservice, / et après, le microservice va être appelé. Donc, on n'a pas besoin de faire une configuration statique. Donc, vous avez donc ici, donc ça c'est typiquement le type de configuration dynamique qu'on peut faire. Et après, on peut combiner entre les deux. L'architecture, comme vous voyez ici, dans l'architecture, j'ai des microservices. Alors, j'ai Customer Service, Billing Service, Inventory Service, c'est des services, par exemple, qui sont fonctionnels, métiers, n'est-ce pas? Et dans mon application, je veux intégrer des services externes. Rapid, c'est quoi ça? Rapid API. Vous savez, il y a un service public qui s'appelle Rapid API qui vous offre, des API publics, etc. Par exemple, Countries, c'est pour avoir des informations sur les pays. Muslim Salah, c'est pour avoir l'horaire de la prière, l'heure, etc. en fonction des régions. Donc, ça veut dire que moi, je veux intégrer par exemple, ces services-là, la gateway, je voudrais les appeler via la gateway. Donc, c'est deux routes. Mais les microservices, ils ne peuvent pas s'enregistrer. C'est des services externes, n'est-ce pas? Donc, les services je dois leur créer des routes d'une manière statique. C'est-à-dire, dans mon fichier YAML, je dois mettre les routes je lui dis si ce path égale ça, tu m'envoies la requête vers ça. Okay. Ça veut dire que généralement, nous aurons besoin de combiner entre dynamique et statique, donc tout dépend des cas. La configuration statique, la configuration dynamique. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, donc, nous avons vu le cas de... À partir de là, normalement, vous allez faire une activité pratique. Bon, l'activité pratique, c'est juste c'est la même qui est là, c'est-à-dire créer Customer Service, Inventory Service, la gateway, la configurer d'une manière statique dynamique, c'est ce cas-là. Donc ça permet déjà de comprendre Spring Cloud Gateway. Alors après, par la suite, je préfère que ce soit, c'est-à-dire que ce soit fait en deux parties. Bon, après, par la suite, on va ajouter le service Billing Service. Alors, Billing Service, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'interaction entre Inventory Service et Customer Service, du service indépendant. Mais par contre, Billing Service, non. Dans Billing Service, j'ai besoin d'avoir les informations sur le client et j'ai besoin d'avoir les informations sur les produits. Donc après, nous allons voir comment Billing Service va interagir avec les autres microservices et comment régler le problème maintenant de... voilà, j'ai ici une base de données dans laquelle j'ai Customers, j'ai ici Products, et ça c'est la facturation. Bon, ça c'est une étape que nous allons faire la prochaine fois, mais dans un premier temps, donc je préfère qu'on s'arrête sur cette première partie-là parce que ça vous donne déjà une idée sur comment configurer donc, plutôt une gateway. C'est clair? Alors, en fait, il ne reste pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions sur cette partie-là ou sur la partie de la dernière fois, parce qu'après la pause, donc je vais revenir sur la démonstration
sur la démonstration de la dernière fois parce qu'il est question de vous montrer comment, c'est-à-dire le service bank account service. On a fait du reste et je vous ai dit que la prochaine fois, je vais vous montrer comment travailler avec GraphQL. Donc, c'est ce que je vais faire après la pause. Donc, après la pause, donc, je fais la démo. Et bien évidemment, donc, c'est démonstrations vidéo pour ce use case. Donc, vous allez les trouver dans le Classroom. Et vous allez, pour la prochaine fois, vous allez travailler sur cette première partie. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, comment on gère les relations entre les... Alors justement, c'est l'objectif qui viendra par la suite, la deuxième partie. Donc je préfère qu'on le laisse. Alors comment gérer les relations? D'abord, on va s'intéresser à ce cas-là. Et après, la prochaine fois, on va travailler sur ce cas-là. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Oui? Oui, alors la même chose, donc une fois qu'on aurait terminé ça, donc je vais vous montrer comment créer un config server. Pour le moment, chaque microservice a son propre fichier application.properties. Donc justement, comme ça, vous allez voir c'est quoi le problème. Bon, après, on va ajouter un service de configuration. Question? Alors juste pour vous donner, votre collègue il a posé la question, comme il n'y a pas d'autres questions, donc je vais quand même donner quelques éléments de réponse. Alors comment en fait gérer les relations rapidement, parce que ça on va y revenir la prochaine fois. C'est le cas par exemple billing service. Alors si vous regardez par exemple billing service, vous allez trouver en fait, vous avez ici donc customer service qui gère l'entité customer, vous avez inventory service qui gère product, n'est-ce pas? Mais pour votre application, regardez le diagramme de classe de votre application, parce que c'est le même problème. Quand vous êtes dans le microservice, c'est une même problématique. Ben, je vois un customer une facture concerne un customer. Et après, vous avez une facture, pour une facture, vous avez plusieurs product items, n'est-ce pas? Et chaque product item est défini par concerne un produit. Alors, sauf que ici, donc, j'ai préféré découper. Donc, je dis que cette partie-là, c'est un microservice. Ben, ce découpage maintenant, bon, ça, j'ai fait un choix. Mais après, ça peut être... d'ailleurs, parce qu'en fait, en réalité, dans Customer Service, il n'y a pas que Customer. Il y a d'autres classes. C'est pareil pour Inventory, il n'y a pas que ça, il y a d'autres classes. Donc, je fais ce découpage. Alors maintenant, la question, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que dans Customer Service, on va gérer une table, les customers. Dans Inventory Service, on va gérer la table, c'est product. Réellement, les produits sont stockés dans cette base de données. Et dans Billing Service, on aura deux tables, la facture et product item. Alors, comment on va gérer la relation? Ben, on la gère ici, comme vous voyez, dans Bill, qu'est-ce que je vois? Je vois ici, je vois Bill, donc il y a la date, il y a etc. Mais regardez, d'habitude, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait par exemple une facture correspond à un customer. Donc je vois ici un objet de type customer. Mais le problème, en fait, la classe customer que j'ai dans ce microservice, dans ce service-là, regardez customer. Customer, ce n'est pas une entité GPA. Parce que si je la mets en tant qu'entité GPA, il va me créer la table customer. Or, la table customer, il est quelque part. C'est le service customer service qui va la gérer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, bon, je vais lui dire, tiens, customer, d'abord, je vais ajouter transient. Vous savez, dans le GPA, quand vous mettez transient, ça veut dire que c'est un attribut, ne le prend pas en considération dans la table. Parce que d'ailleurs, si vous ne mettez pas ça, il va vous dire que la classe customer, ce n'est pas une entité GPA et vous serez bloqué. Donc déjà, j'ignore.
J'ignore hadaf, cet attribut, GP1 ne va pas gérer la persistance de cet attribut-là. Et il reste la question, c'est que maintenant, si je fais ça, quand je vais enregistrer une facture, j'ai besoin quand même dans la table facture, j'ai besoin de préciser Customer ID. Parce que dans la table facture, j'ai besoin de garder, je devrais avoir ici quelque part la table facture. Vous voyez? Alors ça c'est la product items, voilà. Vous voyez dans facture, j'ai ici customer. Je dois avoir la clé étrangère. Alors comment je peux l'avoir? Ben, tout simplement, j'ajoute un attribut. Je vais ajouter un attribut qui s'appelle customer ID. Donc ce n'est plus une relation many-to-one, mais carrément vous séparez, vous travaillez avec les clés étrangères. Donc je déclare donc customer ID. Donc ce qui fait pour moi quand je vais créer une facture, ben, il suffit de spécifier customer ID. Et là donc je sépare. Après par la suite, nous allons voir maintenant comment faire fonctionner tout ça. Parce qu'à un moment donné, supposons moi quand je consulte la facture, regardez, quand je consulte la facture sur Billing Service, regardez ce qu'il me donne. Il me donne la facture numéro 1, il me donne le ID, il me donne Billing, il me donne Product Items. Alors ça c'est dans la table, dans le microservice Billing Service. Product Items, j'ai le produit 1. Mais regardez, dans Product Items, j'ai le produit. Et ce produit-là, le ID, le name, le prix, où est-ce que je le récupère? C'est dans Inventory Service. Regardez ici, j'ai Customer. Mais les données de ce Customer, où est-ce que je vais les récupérer? C'est dans Customer Service. Donc ce qui fait que j'ai besoin, à un moment donné, d'ailleurs c'est pour cela que vous voyez ces flèches ici, comme ça. C'est qu'à un moment donné, quand j'appelle par exemple un REST controller, ce REST controller, à un moment donné, il connaît le ID du client. Donc il a juste besoin d'envoyer une requête HTTP REST vers ce service-là. Il va lui dire, voilà le ID du client, donne-moi le client. Donc c'est Customer qui va lui donner les données. Et il les prend, il les met dans l'objet et après il retourne le résultat. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre les microservices. Alors comment faire l'interaction entre les microservices avec REST? Alors traditionnellement, on utilise REST template. Bon, ça c'est connu dans Spring. Mais il y a quelque chose de très simple, c'est OpenFINE. Ça. OpenFINE. Alors en fait, OpenFINE, si vous voulez, la dépendance qu'on va utiliser, il va nous faciliter les choses. OpenFINE, il va vous permettre d'envoyer des requêtes vers les services REST d'une manière déclarative et non pas programmatique. Parce qu'en fait, il y a deux façons pour accéder à un service REST. Soit d'une façon programmatique, par exemple REST template, new REST template, et vous utilisez REST template.get, vous envoyez une requête get ou de la poste, vous récupérez les données, vous récupérez les données, ça c'est d'une manière programmatique, n'est-ce pas? OpenFINE, il le fait d'une manière déclarative. Déclarative, c'est Spring Data. Vous savez qu'avec Spring Data, comment vous accédez à la base de données avec Spring Data? Vous créez une interface. Il suffit de créer une interface qui extend GPA, repository, n'est-ce pas? Vous déclarez que les méthodes et ça marche. Et bien OpenFINE, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu d'accéder à la base de données, il vous permet d'accéder à des services REST. Et tout ça, on va le voir la prochaine fois. Donc l'interface, par exemple, pour communiquer, pour permettre à un client, pour permettre par exemple à Billing Service d'envoyer une requête vers client, regardez. Il suffit de créer une interface Customer Service Client et on va utiliser ici la notation Find Client. Et ici, regardez, comment il s'appelle le service? C'est Customer Service. Et vous déclarez une méthode Find Customer by ID. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Le ID. Et qu'est-ce qu'il va nous retourner? Customer. Et ici, là, j'utilise getMapping. C'est des choses que vous connaissez. GetMapping, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si je suis en train de dire en fait Billing Service,
quand j'appelle la méthode find customer by ID de cette interface, quand j'appelle cette méthode-là, envoie-moi une requête avec quelle méthode? Get. Vers quel service? Customer service. Donc il va vers Eureka, il récupère l'adresse, l'URI, et il envoie la requête. Et quand il envoie la requête vers /customers, il récupère des données JSON. Et ces données JSON, il va vous les mettre dans Customers. Donc finalement, en résumé, accéder à une base de données locale pour récupérer des données, ou bien envoyer une requête vers un microservice distant pour récupérer des données, il s'agit de la même chose. En termes de complexité, c'est pareil. Sauf que pour les bases de données, c'est Spring Data, n'est-ce pas? Et pour REST, vous avez quelque chose comme OpenFIND. Donc OpenFIND, c'est pour accéder à des services REST, et Spring Data, c'est pour accéder aux bases de données relationnelles, enfin, aux bases de données locales d'une manière générale. Et le problème est réglé. Donc vous voyez finalement, en termes techniques, grâce à Spring Cloud, vous avez des choses comme ça, Find Client, vous avez plein de choses qui font que pour mettre en place l'architecture, d'ailleurs c'est l'objectif, c'est que d'ici 2 semaines, c'est que ce genre d'architecture-là, pour vous, ça devient vraiment un jeu. Après, pour pouvoir la démarrer, pour démarrer ces services-là, au début, vous allez faire ça manuellement. Okay? Faites manuellement, démarrer ce service. Il y a le port, il faut démarrer d'abord ce service avant celui-là. Parce que les problèmes que vous allez rencontrer avant, vous dites j'ai démarré celui-là, Customer Service, or je n'ai pas démarré celui-là. Donc vous allez avoir une exception. Je démarre celui-là parce que Billing Service au démarrage, il a besoin de contacter ça. Donc il faut démarrer celui-là avant l'autre. Et ça, vous le faites manuellement et vous allez dire c'est un peu compliqué. Donc c'est là que vous allez trouver donc, Docker. Alors après, vous allez utiliser Docker, vous allez utiliser Docker Compose. Vous allez créer un fichier .yaml dans lequel vous déclarez, vous dites j'ai un service Customer Service, voilà le tel, j'ai un service Billing, hada il dépend de hada il dépend de hada, celui-là il dépend de l'autre. Et après, je vais taper la commande Docker Compose app. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer les services, il va les démarrer, il va packager, etc. Et il vous démarre les conteneurs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'automatisation, bon, après, c'est comme ça qu'on va le faire. Et après, si vous avez un cluster Kubernetes, et bien tout simplement, c'est Kubernetes qui va se charger de dire ce conteneur, je vais l'envoyer vers cette machine, cette VM. Celui-là, je vais le mettre dans cette VM, etc. Donc, ça veut dire que quand on va vers l'architecture microservice, il faut absolument utiliser c'est-à-dire ces outils DevOps qui vont permettre le déploiement après. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais répéter la prochaine fois, mais c'est juste pour répondre à votre question. Donc, ça, c'est une partie qu'on va laisser pour la prochaine étape. Voilà, donc on va prendre la pause. Après la pause, donc on revient pour faire la démo.